Oui, je me suis souvent posé la question du geste, par exemple, du geste artistique. Ce sont des danseurs, d'ailleurs. Je me souviens de Régine Chopineau à La Rochelle, qui était avec sa troupe de danse implantée là-bas, et elle était venue me voir à un concert. Et après, elle m'a dit, il faut qu'on se voit parce que tes gestes de chef d'orchestre, c'est quand même beaucoup de points communs avec la danse, avec des gestes liés à la danse. Et on avait commencé à travailler, ça n'a jamais abouti, mais c'est pas grave, ça. L'important c'est de réfléchir à ça. On me disait, est-ce qu'il pourrait y avoir un relais entre un danseur et un chef d'orchestre, et qu'est-ce que ça signifie? Je dis, mais c'est très important parce que c'est... Même Marius Constant il avait écrit une œuvre sur les chants de Maldoror, et le chef d'orchestre était un danseur sur une grande estrade qui improvisait, et il y avait des codes, et en fonction de là où il était ou de certains gestes, les musiciens avaient des partitions à jouer, mais c'était aléatoire, on va dire. Donc aussi, ça c'est important, différentes façons d'écrire la musique. Mais pour revenir sur le geste, c'est comme la calligraphie japonaise. Quand je fais un geste de chef d'orchestre, bien sûr c'est un signe aux musiciens, il y a des codes, hein, le bras droit bat la mesure, le bras gauche est plus signifie plus tout le côté expressif de la musique. Mais si je prends un pinceau par exemple, et que je dirige devant un panneau, une planche ou un grand papier, et que j'ai un pinceau ou un crayon, si je dirige une symphonie de Beethoven, qu'est-ce que ça va dessiner sur un mur ou sur un papier? Donc on peut taguer, c'est intéressant, on peut taguer une partition. Et moi je trouve ça intéressant, de remplir un mur à travers la cinquième de Beethoven, par exemple, en changeant de couleur ou de pinceau. Donc ce geste, tous les gestes, on fait tous des gestes. Un sportif fait des gestes, il y a une technique pour envoyer un ballon dans les filets, et c'est une technique qu'il faut travailler exactement comme on fait des gammes. Et alors c'est très technique évidemment, mais je pense pas je pense aussi à la boxe par exemple. Je sais pas pourquoi je parle beaucoup de sport, mais c'est lié quand même. C'est lié parce que le physique est... Un grand boxeur par exemple, j'adore voir les combats de boxe, parce qu'il y a une violence terrible, et derrière il y a un immense respect, et on se salue avant, on se salue après, et pendant le match, c'est vrai qu'on se tape sur la gueule, mais je dis qu'un grand boxeur ou un grand sportif, c'est un artiste, quoi. S'il apprend que le geste, que la technique, Tyson qui avait mordu l'oreille de son adversaire, c'était la preuve que c'était pas un grand boxeur, qui était trop con, on peut dire. Voilà, alors qu'un grand boxeur, c'est celui qui respecte l'autre et qui, dans le respect, va lui casser la figure. Je pense que c'est des rapports qu'on a dans la vie, qu'on peut retrouver dans plein de situations comme ça. Et être chef d'orchestre, comme je donne des cours de direction d'orchestre, j'ai 3 grands chapitres, par exemple. Le premier, c'est travailler sur la partition. Alors, on est autour d'une table. Là, tous les étudiants sont rassurés, on parle, on analyse l'œuvre, tout ça. Très bien. Deuxième grand chapitre, là, je leur dis debout, on va faire un peu de gymnastique. Alors là, ça commence à se compliquer. Il y en a qui sont petits, d'autres qui sont grands, des gros, des maigres. Ils s'aperçoivent qu'ils ont un corps et qu'il faut faire avec. Et alors, on fait de la technique de base, ça va. Encore ils s'aperçoivent que faire un geste de la main gauche pendant que la main droite fait un truc très précis, c'est pas si simple que ça. Mais le plus important, c'est le 3e grand chapitre. Là, je leur dis, je ne peux pas vous l'enseigner, c'est vous-même. Qu'est-ce que vous voulez faire de la direction? Qu'est-ce qui vous donne le droit de faire de la direction d'orchestre? Pourquoi? Pourquoi faire la direction d'orchestre? Parce que vous êtes en manque d'autorité, d'autoritarisme primaire. Ça, c'est débile, il vaut mieux arrêter tout de suite. Est-ce que vous voulez communiquer, raconter quoi à travers la direction d'orchestre? Et là se pose comment on communique.
dans la mesure où on communique avec la parole, avec le verbe, quand on est metteur en scène. Bien sûr, il y a toujours derrière la technique du comédien ou du danseur. Mais le chef d'orchestre, c'est quand même étrange, puisque quand un chorégraphe a terminé sa chorégraphie, il n'est pas sur scène le jour du spectacle. Le metteur en scène non plus, très rarement. Il y avait Cantor, qui était un des seuls que j'ai vu sur scène, sur le côté, qui tenait même pendant le spectacle ses comédiens. Enfin, c'est rarissime. Alors que pour une symphonie, il y a toujours cette espèce de pantin qu'on voit de dos qui agite ses bras. Pour faire quoi? C'est quand même très curieux. Alors souvent on dit, mais pourquoi les musiciens ont besoin d'un chef d'orchestre? C'est sûr, techniquement, quand il y a 80 ou 100 musiciens, ils ne se voient pas, ils ne s'entendent pas, ça risque de partir dans tous les sens. Mais je dis à mes étudiants, voilà, qu'est-ce que vous avez à raconter? Qu'est-ce qui vous donne le droit de monter sur une petite estrade pour raconter quoi? Et là, évidemment, je leur dis, là, je ne peux pas vous enseigner ça, parce que c'est vous-même. Si vous mettez un masque de dureté parce que vous croyez, vous vous sentez faible, timide et que vous n'osez pas, c'est foutu. Si vous mettez un masque de douceur parce que vous êtes agressif dans la vie, tout le temps de mauvais poil, ça ne marchera pas non plus. Il faut que la timidité, l'agressivité, tout ça, devienne quelque chose de positif et qui engendre, qui fait passer quelque chose et qui arrive à convaincre. Il faut arriver à convaincre la troupe. C'est pareil dans les armées, hein. Un général ou un gradé qui dit à ses soldats on va aller là-bas, mais vous allez vous faire tous descendre, et puis ça ne va pas marcher, ils ne vont pas y aller hein. Bon, et c'est pareil en tout. Et donc je fais plein de rapprochements comme ça dans la vie, dans tous les domaines. Et alors là, c'est tout à coup, je vois mes étudiants, ça devient même passionnant, parce que je dis, alors, qui veut aller devant, là? On se met tous en arc de cercle, il y en a un qui va devant, ou une, il y a de plus en plus de filles qui font la direction d'orchestre, et qui sont d'ailleurs 1000 fois plus intéressantes que les garçons, parce qu'à 20 ans, elles arrivent avec beaucoup plus de naturel, et je dirais une autorité, j'aime pas ce mot, enfin, on pense ça comme ça, naturelle, qui marche très bien. Alors que les garçons de 20-25 ans vont aller chercher, ils sont mal à l'aise, ils vont aller chercher pourquoi ils sont là devant sur une estrade pour raconter quoi. Alors je fais plein d'exercices, les exercices qu'on ne fait pas suffisamment en musique, qu'on fait dans les troupes de théâtre. Encore une fois, avec Peter Brook, quand on travaillait sur Carmen, il y avait 3 heures d'exercice avant de commencer à travailler sur Carmen. Des exercices où notre cerveau, on devenait à la fois vidé et avec une énergie pour commencer à travailler. Ça, c'est évidemment très rare, mais c'est le mode et la technique de groupe, on va dire, de Brook, qui est extrêmement rare, mais d'une efficacité formidable. Donc ça m'a donné des leçons extraordinaires. Donc je leur dis, par exemple, faisons un exercice. Je vous dis, nous les musiciens, si on n'a pas de partition, sauf les improvisateurs, on est perdu. Alors, exprès, j'enlève le pupitre. Ou je laisse le pupitre, mais j'enlève la partition. Le pupitre, c'est sécurisant. Le pupitre, c'est le public ne voit pas ce qu'il y a derrière le public. Sur le pupitre, on ne peut pas savoir ce qu'il y a. Comme un improvisateur qui joue, il n'y a pas de pupitre, les improvisateurs. Mais si on met un pupitre, même s'il n'y a rien dessus, ou une symphonie de Mozart, qui joue exactement la même chose, le public va se poser des questions. Il dit, tiens, il est en train de lire une partition. Et pourtant, il a mieux joué la même chose qu'il n'y a pas de pupitre. Et ça, c'est assez complexe. Mais on fait des petits jeux comme ça, où je leur dis, un thème de petit déjeuner, par exemple, raconte-nous et passionne-nous avec ton petit déjeuner de ce matin, dont on se fout complètement, mais essaye de nous passionner sur ce sujet. Ou comment tu t'es garé avec ta voiture, que tu as tourné en rond pour trouver une place et que la place était trop petite. Encore une fois, on s'en fout complètement, mais essaie de nous passionner avec ça. Et voilà, donc tout à coup, c'est comment raconter quelque chose. Et après, je dis, prenons la partition, on prend,
toute l'introduction d'une symphonie, c'est comme ça. Il faut en parler. Qu'est-ce que ça raconte, pourquoi, comment. Si on fait que du solfège, on n'intéresse pas du tout les musiciens, ils vont s'ennuyer. Si on leur dit là c'est une blanche avec un soupir, ils vont dire bah oui je vois bien, je l'ai sous les yeux, et alors c'est comme un comédien, un metteur en scène qui dit là il faut dire comment vas-tu là avec une virgule, il dit bah oui mais comment je le dis. Et les chefs d'orchestre oublient un peu d'expliquer aux musiciens comment on dit les choses. Donc cet art de la communication, j'ai un peu dépassé le thème du geste, mais ça peut être vraiment lié, puisque très vite, si le candidat arrive à nous convaincre sur son créneau, son petit déjeuner, je dis maintenant, est-ce que tu peux nous le diriger, ton petit déjeuner? Uniquement par des gestes comme ça. Alors ça pousse dans le cerveau s'en prend plein la figure, il dit mais attendez, je n'ai pas préparé ça. Et c'est des situations qui sont extrêmement importantes. À ce sujet, mon premier professeur de direction, c'était un vieux monsieur, un vieux maître, comme on disait à l'époque, c'était le mari de ma prof de piano, Lucette Descamps, et son mari, Louis Forestier. Il m'a dit, essayez de faire de la direction d'orchestre. Et alors ça m'a impressionné, je me dis, mais attendez, moi je voulais faire du dessin, maintenant vous me proposez d'être chef d'orchestre, et je ne comprends plus rien. Et il me dit, ça vous fera du bien en tant qu'homme. Et je n'avais pas compris cette petite phrase. À l'époque, j'avais 18-19. Et maintenant, avec le recul, je la comprends beaucoup mieux et je le dis à mes étudiants. Ça vous fera du bien en tant que femme ou en tant qu'homme. Parce que cette réflexion, je disais, au niveau des relations, du regard, du geste, ça devient une habitude de vie, un tic dans la vie, pour rentrer aussi bien chez le boulanger que pour communiquer. Et c'est vrai que ça m'a aidé énormément, la direction d'orchestre, quand j'étais directeur de conservatoire, devant les profs, devant l'association de parents d'élèves, qui viennent tous pour râler, vous n'avez que des gens qui me disent que ça ne va pas, tout ça. Donc, c'est une attitude de vie, une habitude de vie, et ça devient, on le digère, on s'est complètement intégré dans le corps, dans l'esprit, dans le cerveau, dans le regard, et ça m'a aidé énormément à canaliser ma timidité d'enfant et mon parcours dans la vie. C'est pour ça que je suis passionné par l'enseignement de la direction. Et du geste, évidemment. Je ne sais plus où je vais là. Je m'éloigne. Voilà. C'est comme quand j'ai mes étudiants, souvent je leur dis arrêtez-moi parce que j'ai jamais un papier. Alors je pars sur l'idée, puis je pars par là, je reviens là, je bifurque. Alors je fais des parenthèses, je les ferme jamais, il faut les rouvrir. Alors je dis à mes étudiants, arrêtez-moi, dis stop, parce que on va partir, je ne sais pas où. Bon, je peux boire un verre. Mais j'ai plus d'eau.